Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, Complot mondial contre la santé. L'idée ici ce n'est pas de juger, mais simplement de décortiquer ensemble les arguments de l'auteur, de façon neutre, pour bien comprendre sa thèse qui est, pour le moins, radicale. On commence très fort avec cette citation, que le livre attribue à David Rockefeller. Franchement, ça plante le décor d'entrée de jeu. Ça nous parle de réunions, de promesses de discrétion. L'idée est que des groupes puissants pourraient agir en coulisses, loin des regards du public. Et c'est justement ce thème du secret qui est au cœur de tout le livre. Pour l'auteur, sa démarche, c'est un peu comme assembler un immense puzzle. Chaque information, chaque connexion entre des gens d'influence, c'est une pièce. Si on la prend toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais une fois qu'on les assemble, eh bien, elles sont censées révéler une image cachée, une image d'ensemble. Alors, quelle est cette fameuse image ? Eh bien, la voici, la thèse centrale, sans aucun détour. L'auteur nous dit qu'il ne s'agit pas d'une série de coïncidences, mais bien d'un plan. Un plan réfléchi qui s'étalerait sur un siècle, orchestré par une toute petite élite pour prendre le contrôle des secteurs les plus vitaux de notre société. C'est énorme. Voyons sur quels éléments il s'appuie pour avancer ça. Allez, on commence avec la première pièce de ce puzzle. Elle nous ramène au début du XXe siècle. C'est là que, selon l'auteur, tout aurait commencé, avec la prise de contrôle progressive du secteur de la santé. L'auteur va tisser un fil rouge entre des moments clés de l'histoire. Tout démarrait en 1913 avec la création de la Fondation Rockefeller, qui est présentée comme un outil financier surpuissant et exempté d'impôts. Ensuite, on fait un bond après la guerre. On a les procès de Nuremberg, où sont jugés les dirigeants du cartel chimique I.G. Farman, qui a collaboré avec le régime nazi. Et enfin, le point que l'auteur juge crucial, la réintégration ultra rapide de ces mêmes personnes à des postes clés de l'industrie allemande. Selon le livre, le financement massif de la recherche médicale par la Fondation Rockefeller n'était pas si philanthropique que ça. L'objectif caché, orienter toute la médecine vers les médicaments chimiques, brevetables, tout en mettant de côté les remèdes naturels, et de fait, créer un marché gigantesque et captif pour une toute nouvelle industrie pharmaceutique. Et là, ce qui est vraiment frappant, ce sont les exemples concrets donnés dans le livre. Prenez Fritz Termer, condamné à Nuremberg pour crimes de guerre, et on le retrouve quelques années plus tard haut dirigeant de Bayer. Karl Wurster, lié à la production du terrible Zyklon B, devient PDG de BASF. Et puis Walter Holstein, un juriste du régime nazi, qui devient carrément le premier président de la Commission européenne. Pour l'auteur, ce ne sont pas des coïncidences, mais bien la preuve d'une continuité du pouvoir et de l'influence. Ok, passons maintenant à la deuxième grande pièce de ce puzzle. Après avoir posé ses fondations historiques, l'auteur s'intéresse aux organisations qui seraient aujourd'hui les instruments de ce contrôle global. L'ONU, le FMI, la Banque mondiale, on connaît tous ces noms. Mais dans la logique du livre, leur création, juste après la guerre, avec le soutien très actif des Rockefeller, n'a rien d'un hasard. L'auteur les présente comme les piliers d'une nouvelle architecture mondiale et il pose la question, ces institutions sont-elles vraiment au service de l'intérêt général ou servent-elles des intérêts privés ? Et au cœur de ce réseau d'influence, le livre pointe du doigt le groupe Bilderberg. Ce n'est pas un gouvernement officiel, non, c'est un forum de discussion, mais un forum ultra privé et secret. C'est là que, loin des caméras et des micros, l'élite mondiale forgerait un consensus sur les grandes orientations à prendre, bien avant qu'il y ait le moindre débat public. Et quand on regarde la liste des participants cités, c'est assez vertigineux. On y trouverait des gens comme Henry Kissinger, David Rockefeller bien sûr, les Clinton, Christine Lagarde, mais aussi des patrons de banque centrale, des PDG des plus grandes multinationales et des grands médias. Pour l'auteur, une telle concentration de pouvoir, dans un tel secret, c'est la preuve que les véritables décisions se prennent en coulisses, loin, très loin des cadres démocratiques traditionnels. Troisième et dernière grande pièce de ce puzzle. D'accord, mais comment ce supposé plan se traduirait-il concrètement aujourd'hui, dans notre assiette ou notre armoire à pharmacie ? Regardez bien ce chiffre, 83%. Juste un nombre, comme ça, sans contexte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, voilà la réponse selon le livre. En 2003, 83% du budget de l'Agence du médicament en France venait de l'industrie pharmaceutique elle-même, celle-là même qu'elle était censée surveiller. L'auteur y voit un conflit d'intérêts flagrant et il pose une question toute simple. Comment un arbitre peut-il être impartial si c'est l'un des joueurs qui paie l'essentiel de son salaire ? Et c'est là toute la question soulevée par l'ouvrage. Est-ce que ce type de financement est un partenariat pragmatique, un mal nécessaire pour pouvoir évaluer des médicaments toujours plus complexes, ou est-ce que ça ouvre une brèche béante, une capture du régulateur par l'industrie, où les intérêts commerciaux finiraient par passer avant la santé publique ? Passons maintenant à l'alimentation. Écoutons un instant la mission officielle de Monsanto telle qu'elle est retranscrite dans le livre. On nous parle d'aider les paysans, de produire une nourriture plus saine, de réduire l'impact sur l'environnement. Franchement, sur le papier, ça a l'air parfait. Sauf que le livre oppose immédiatement un contre-récit radical.
Il rappelle le rôle de la firme dans la production de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Il dénonce le brevetage de semences qui rendent les agriculteurs complètement dépendants, les forçant à racheter leurs graines chaque année. Pour l'auteur, l'objectif final est limpide, le contrôle total de la chaîne alimentaire mondiale, de la graine à l'assiette. On arrive maintenant à la conclusion du puzzle, la thèse la plus extrême, la plus choquante et la plus controversée de l'auteur. Après avoir assemblé toutes ces pièces, la santé, la finance, l'alimentation, quel serait le but ultime de ce plan machiavélique? Pour étayer sa conclusion, le livre s'appuie sur une série de citations chocs. Celle-ci, attribuée à Robert McNamara, qui a été secrétaire à la défense des États-Unis et président de la Banque mondiale, est juste glaçante. Elle parle sans aucun détour d'augmenter le taux de mortalité comme outil pour gérer la population mondiale. Et dans la même veine, on a cette phrase attribuée au prince Philippe. Alors on pourrait y voir de l'humour noir, très britannique, mais l'auteur du livre, lui, il la prend complètement au premier degré. Pour lui, c'est une preuve de plus que l'idée de dépopulation est bien présente dans l'esprit de certaines élites. Et cette dernière citation est tirée d'un rapport d'un groupe de réflexion néoconservateur américain très influent au début des années 2000. Pour l'auteur, cette phrase prouve que la guerre biologique ciblée sur certains groupes de population n'est pas de la science-fiction, mais bien un concept envisagé dans certains cercles stratégiques comme un outil politiquement pratique. En conclusion, l'auteur assemble toutes ces pièces, le contrôle de la médecine, de la finance, des institutions, de l'alimentation, et l'image finale qui apparaît, c'est celle d'un plan pour un nouvel ordre mondial. Un projet qui serait fondé, selon lui, sur l'eugénisme et qui viserait une réduction massive, drastique de la population de la planète. Voilà, en quelques minutes, la trame argumentaire de cet ouvrage très controversé. Sans porter de jugement sur ses conclusions, ce qu'il fait, c'est nous laisser avec une question fondamentale. Quand les intérêts privés et les politiques publiques sont aussi étroitement liés, qui au final définit vraiment l'agenda? C'est sur cette interrogation que nous terminons cette analyse. Merci de l'avoir suivi.